1930, c'était l'âge d'or du cinéma. Depuis sa naissance à la fin du siècle dernier, jamais cette nouvelle industrie n'avait attiré à elle autant de fidèles. Pour aller à sa rencontre, les spectateurs envahissaient les salles toujours plus grandes, toujours plus vastes, comme si leur volume variait en fonction des désirs inconscients du public. Symbole de ce cinéma triomphant, le Rex, immense cathédrale où enfin le 7e art se débarrassait des oripeaux du théâtre pour inventer sa propre architecture. Moment unique qu'évoque pour nous un historien du cinéma, Francis Lacloche. Quand les gens allaient au cinéma dans les années 30, la première chose qu'ils faisaient, c'était de regarder un décor fabuleux qu'on leur offrait, qui avait un contraste extraordinaire par rapport à l'endroit où ils vivaient. Donc le cinéma était conçu pour une sorte de voyage avant le spectacle. Et on leur offrait à la fois un décor, des tas de spectacles complémentaires. Enfin, ça, c'est une vieille histoire que tout le monde connaît maintenant, parce qu'on a un peu réhabilité ce genre de nostalgie. Et donc, regarder les décors un peu décrépits, il faut bien le reconnaître, des vieilles salles ou des grandes salles, c'est quelque chose qui fait partie de la magie du cinéma et de l'attente. Et pour nourrir cette nostalgie, voici le Ranelagh, cinéma-théâtre de style Renaissance tout à fait insolite. Décor encore plus curieux, celui de la pagode, éphémère ambassade voulue par les Chinois et peint par un Japonais, et qui est devenu par on ne sait quel avatar temple du 7e art. Sa propriétaire actuelle, Elisabeth Dauchy, s'en émerveille encore. Et vous, c'est avec plaisir que vous avez racheté cette salle? Ah oui, j'étais très heureuse de la racheter, très fière d'en être propriétaire. Je ne suis propriétaire que des murs d'ailleurs, parce que je pense que ce lieu a une âme et ça appartient à la pagode, j'en suis pas propriétaire. Ça m'inspire une grande responsabilité parce que je crois qu'il faut conserver ces lieux et faire en sorte que les générations futures les connaissent. Vous estimez que le décor de la salle joue un rôle pour l'ambiance du spectacle? Oui, le décor, le bâtiment, l'ensemble si vous voulez. Le bâtiment, la pagode est quand même tout à fait exceptionnel et rare. Qu'on l'apprécie sur un plan architectural ou non, il faut reconnaître que c'est quand même exceptionnel. Et le jardin est aussi très particulier. Je crois que l'ensemble du bâtiment mérite l'intérêt. Et c'est dommage maintenant que toutes ces salles soient anonymes, sans décor. Oui, je crois qu'effectivement, on a fait enfin, des salles de cinéma extrêmement modernes. Il est sûr que ça permet de voir des films dans des conditions très, très agréables, au niveau de la qualité de l'image, de la qualité du son. Mais enfin, je pense que c'est très, en fait, la poésie des lieux a son importance. Et je crois que des salles comme la Pagode auront toujours un public et seront toujours fréquentées. Est-ce que vous êtes prête à vous séparer de la Pagode? Absolument pas. Je ne le vendrai jamais. Le phénomène général de la disparition des salles, c'est plein de choses. C'est en effet la télévision qui a aussi pris beaucoup de spectateurs au cinéma, c'est l'utilisation de la voiture, les week-ends, et puis les complexes sont arrivés pour casser les salles. Mais les complexes, c'est une histoire compliquée, d'une certaine manière, parce qu'on a tendance à dire que les complexes ont détruit la beauté des salles de cinéma. C'est vrai, parce qu'on en a fait beaucoup un peu n'importe comment au début, mais c'était aussi une sorte de sauvegarde économique. Et pour vous, quelles sont les disparitions les plus malheureuses? Il y a, mais surtout, toutes les salles de quartier, des salles comme le Clichy Palace, comme le Maine Rive Gauche, comme le Luxor, qui ont disparu. Le Luxor n'est pas détruit, mais il est fermé, ce qui revient à une perte sèche pour l'exploitation cinématographique. Salles malmenées, défigurées, vendues à l'encan. On ne compte plus les victimes de la baisse de la fréquentation et des politiques incohérentes menées par les propriétaires et les exploitants. Si l'Eldorado est aujourd'hui désaffecté, le Nez est devenu quant à lui le temple du petit commerce et de la savate bon marché. La salle a été défigurée, mais elle reste encore très nettement visible sous les oripeaux publicitaires. Mais la destruction la plus scandaleuse reste celle du Gaumont, le plus grand cinéma parisien. Il avait été reconstruit en 1930 sur un ancien hippodrome. Aujourd'hui, il a fait place à un complexe hôtelier d'une affligeante banalité. Alain Villa se souvient. Et vous, vous avez connu le Gaumont dans sa splendeur? Dans sa splendeur finissante. Il y avait encore de l'exploitation à l'époque. Oui. Alors comment ça se passait? Mais on allait au cinéma.
Les uns les autres, on faisait la queue, il y avait ce qu'on appelle les péplums, les grands films, et on se pressait pour aller au Gaumont. C'était la célébration. Il n'y avait pas simplement les grands films, il y avait des attractions. Il y avait des attractions sur scène. En cela, le Gaumont Palace suivait la tradition des petits cinémas qui se trouvaient aussi dans la banlieue parisienne et dans toute la France, je pense, où il y avait à l'entracte des attractions. Alors le clou, c'était au fond le grand orgue. Alors oui, la relation que moi j'ai eue avec l'orgue du Gaumont, avec le cinéma Gaumont Palace, c'était par le biais de la musique et par l'orgue, extrêmement réputé. Et l'officiant principal, le prêtre, c'était Tommy de Serres. Alors c'était un orgue qui avait des jeux formidables. Il y avait des sonorités assez particulières et c'est une musique qui appartient à un répertoire. La musique d'orgue de cinéma, ce n'est pas la musique d'orgue d'église. En plus, cet instrument, comme les autres de l'époque, on en trouve peut-être encore quelques rares exemplaires aux États-Unis et en Angleterre. La particularité de cet instrument, c'était d'aider au bruitage des films muets. C'est-à-dire qu'il y avait des accessoires qui servaient, selon l'usage, à bruiter la vaisselle cassée, les poursuites, bruit de locomotive, bruit d'avion, sirène, de bateau, enfin tout un attirail disons de bruit. Aujourd'hui, le bel orgue, miraculeusement sauvé par Alain Villain, a été racheté par la municipalité de Nogent-sur-Marne et est présenté au pavillon de Baltard. Vous avez assisté à la destruction du Gaumont? J'ai assisté à sa destruction. Ça s'est fait très vite en fait. Ça s'est fait finalement assez vite. On en a beaucoup parlé et moi j'ai assisté au grand nuage à un moment précis. Cette grande couronne est tombée. Ça fait un énorme nuage. Les gens du quartier étaient là ébahis, regardaient, plein de badauds. Et ça en était fini de ce temple du cinéma. Mais les salles de cinéma ne sont pas les seules à être menacées, les studios aussi, ainsi que nous le confirme Francis Lacloche. Les studios d'abord ont souffert pendant la guerre, ils n'ont pas été entretenus. Et puis est arrivé une espèce d'usure dans le cinéma français, de cette espèce de qualité française un peu ronronnante, et l'attaque violente qu'a fait la Nouvelle Vague contre ce cinéma-là. Les cinéastes n'ont plus voulu filmer dans les studios. Ils ont quitté d'abord pour des raisons d'argent. Ils n'avaient pas les moyens de tourner dans les studios, ça coûtait cher de location. On tournait dans un appartement et on a attaqué beaucoup les studios. Si les studios de Franqueur sont aujourd'hui délaissés, ceux de Joinville sont frappés au cœur, Alain Villain témoigne. C'est un endroit poétique, c'est un endroit en même temps, les studios étaient grands. Et ça fait partie, si vous voulez, d'une chose qu'on vit quand on est jeune, quand on a 20 ans, ou un peu plus. Enfin là, en fait, j'étais plus jeune. Vous les avez vus dernièrement, ces studios? Oui, j'étais par hasard il y a très très peu de temps, il y a quelques jours. Il n'y a plus que la façade. Derrière, il y a
disons, les travaux, tout a été démoli. Il n'y a plus que... Maintenant, je pense que c'est une opération immobilière, une de plus. Et je crois qu'on va faire des HLM, je ne sais pas trop quoi, enfin des habitations. Et vous, ça vous a fait mal, ça? Bah, on se dit que les choses fichent le camp, oui. Je ne dis pas que... Oui, ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on porte. Après, on a l'air un petit peu d'avoir vieilli, quoi. Par rapport aux gens qui n'ont pas connu ça. Vous savez que c'est très banal. Hein. Mais c'était un coin, et ça reste encore. Justement, peut-être par les souvenirs qu'on porte en soi, et aussi peut-être parce que la nature résiste. Vous savez, il y a du chien-dent partout, tout autour de cet endroit, et aussi autour du laboratoire cinématographique GTC, et d'un autre laboratoire. Il y a de l'herbe qui pousse, la mauvaise herbe, elle reste. C'est un endroit très poétique. Ça n'a rien à voir avec des choses plus modernes du côté de Saint-Cloud. Joinville, c'était le cinéma, la ville du cinéma. Mais la disparition la plus regrettable a été celle du studio de Méliès qui se trouvait à Montreuil. Sa petite fille se souvient. Vous avez connu le studio de Montreuil? J'ai très bien connu les deux studios de Montreuil, puisqu'il y en a eu un qui a été construit en 1897 et l'autre en 1906. Oui. Et ils ont été rasés en 1948. C'était un studio intéressant, très simple, mais très simple. Surtout le premier studio, celui qui avait été construit dans le potager de la propriété de Montreuil, c'était une verrière qui avait 17 mètres sur 7 et on ne tournait qu'à la lumière du jour. Oui, il n'y avait pas de projecteur. Il n'y avait pas de projecteur et alors quand mon grand-père a construit son deuxième studio en 1906, là il a installé la lumière électrique. Oui. Sinon, c'était des volets en fait, pour tamiser la lumière. Il y avait des volets en toile blanche et alors selon l'orientation du soleil, selon les jours où il y avait du soleil ou des nuages, on tirait les volets avec des cordes et des poulies, c'était assez compliqué. Et on peut dire que c'est le premier studio. C'est le premier studio, puisqu'il a été terminé en mars 1897, entièrement équipé pour les trucages, avec des trappes, avec des poulies et des fils d'acier pour les femmes qui volent dans les airs. Enfin, c'est vraiment le premier studio de cinéma. Autre sujet de préoccupation, l'état des films. Jusqu'en 1954, les cinéastes utilisaient une pellicule au nitrate particulièrement inflammable. Pour stocker les anciennes productions, Malraux avait obtenu la désaffectation d'un fort militaire à côté de Paris, celui de Bois d'Arcy. Celui-ci est placé désormais sous l'autorité du Centre national du cinéma et c'est Michel Aubert qui a aujourd'hui la haute main sur les installations stratégiques. Ce fort, vous l'avez aménagé selon vos convenances, en fait. Oui, nous avons étudié les lieux, nous avons construit autour de ce fort des cellules nitrates, des petites cellules qui contiennent à peu près 1500 boîtes par cellule. Et cela permet en fait aux cellules d'être tout à fait indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que s'il y avait un feu dans une cellule, ce feu ne pourrait pas toucher les autres cellules. Oui, mais alors ces films au nitrate sont très dangereux. Oui, ils sont dangereux. Et ils sont non seulement dangereux, mais ils se détériorent eux-mêmes. Ah oui, ils se détruisent eux-mêmes au cours du temps. Nous pensons que les films à peu près ont une durée de 50 d'années. Quelquefois, ils durent un peu plus. Alors qu'est-ce que vous faites pour leur conservation en fait? D'abord, nous les conditionnons dans des petites cellules avec une humidité constante, à peu près de 50 degrés d'humidité, et surtout une température à peu près 12 degrés. Et s'il y a un incident, s'il y a un feu par exemple?
Nous avons des formes de sécurité, un système d'alarme qui nous permet de pallier aux plus gros problèmes. Oui. Mais alors, pour les films qui sont très endommagés, on peut les restaurer quand même? Il y a certains qu'on ne peut pas restaurer, que nous avons perdus à tout jamais, mais d'autres, naturellement, nous essayons de les restaurer au fur et à mesure de leur priorité, de leur décomposition chimique. Et quelquefois, vous n'en conservez qu'un morceau. Malheureusement, oui. Mais ce morceau, vous le gardez quand même. Oui, nous le gardons parce que nous pouvons faire appel à d'autres cinémathèques et voir dans quelle mesure on pourrait avoir des copies des parties que nous avons vues coupées. Vous avez combien de films ici? Nous avons à peu près 900 000 boîtes de films et cela représente à peu près 98 000 titres de films. Oui, alors c'est peut-être la plus belle collection du monde, non? C'est une des plus larges collections, oui. 64 911, rouge. Ça fait combien de temps que vous cherchez les vieux films? Eh bien, exactement depuis l'âge de 11 ans. Disons que c'est un caprice d'enfant qui a fait que j'ai choisi, à la place de la bicyclette qu'on m'offrait pour ma première communion, en 1938, j'ai choisi un vieux projecteur avec 15 films qu'un ancien forain tourneur du Patelin, chez moi, en Charente, à Chanury, voulait se débarrasser. Mais beaucoup de ces films sont en mauvais état, bien sûr. La preuve, c'est qu'on se retrouve avec des copies tout à fait déchirées, comme ça, oui, alors qu'il faut restaurer avant le passage dans une tireuse. Et alors là, ce travail, vous le faites alors depuis des années maintenant? Alors, je le fais depuis 1974. J'ai quitté l'armée normalement, bon, la limite d'âge du grade. Et puis, je suis rentré grâce à ma collection, parce que c'est quand même ma collection qui m'a permis de rentrer aux archives des films. Et avec le CAP de projectionniste que j'avais déjà, eh bien, je travaille sur tous les films qu'on dépose aux archives. À la collection de films s'ajoute celle des appareils de prise de vue et de projection. Le Musée national des techniques à Paris a pu réunir un ensemble particulièrement significatif, dont le chronophone de Léon Gaumont que nous présente Jean-Marie Broussard. Le chronophone Gaumont nous a été donné par son inventeur, M. Gaumont. En 1910, c'était l'objet le plus performant de l'époque pour le son et aussi pour la projection. C'était un objet qui permettait de filmer, de projeter l'image et aussi d'enregistrer le son. Donc on entendait le son. Et le son primait sur l'image. Et comme son, c'était de la musique? C'était de la musique, c'était également de la voix. C'était synchrone? C'était synchrone. Alors c'est quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Ah oui, bien sûr. Oui, et quelquefois l'image devançait la parole, donc il y avait un réglage qui permettait de rattraper sur la parole l'image. C'est une pièce unique là? Oui. Elle ne se trouve pas dans des musées ailleurs, à l'étranger, non? Nulle part, oui, il n'y a qu'ici, ça a été donné. Donc grâce à vous, grâce à ce musée, on peut avoir un petit historique de toutes les caméras et de tous les projecteurs en fait. Oui, nous avons une très belle collection. Autre forme de collection, les affiches. Certaines se trouvent à la Cinémathèque, d'autres chez des collectionneurs privés comme Christian Fechner. Elles sont elles aussi essentielles pour comprendre l'évolution du cinéma en France. Enfin, les costumes méritent eux aussi de retenir l'attention des cinéphiles. Longtemps, ils furent abandonnés et jetés. Aujourd'hui, ils sont conservés et restaurés par Noël Ponté, entre autres, qui veille sur eux avec sollicitude et nostalgie.
Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours aimé passionnément le cinéma et je me suis toujours intéressée aux costumes en général, et donc aux costumes de cinéma surtout. Mais vous étiez un peu la seule, parce qu'à l'époque, on les jetait, ces costumes. Oui, tout à fait. On les jetait, on en retrouvait partout, aux puces, n'importe où. Les gens n'y attachaient absolument aucune importance. Et vous, vous considérez qu'il faut absolument les garder? Ah oui, tout à fait. C'est un patrimoine. Mais c'est des copies quand même. Oui, ce sont des copies, mais ce sont des copies qui sont quand même uniques. Oui. Parce que, bon, quand on a la robe de l'éternel retour, il n'y en a qu'une. Bon, il faut la protéger, il faut la garder, il faut la restaurer, parce que c'est quand même la robe d'un grand film. Oui. Quelles sont les plus belles robes que vous avez eues? Greta Garbo, Oui. dans Marie Valeska. Ça, c'est très sentimental, hein, parce que c'est pas la plus belle, mais sentimentalement. On a eu aussi les robes de La Belle et la Bête. Les robes d'Ève de Mankiewicz, les robes qui sont dans Ève de Mankiewicz. Une cape superbe qui était à Barbara Stanwyck, dont je ne sais plus quel film, mais qui était magnifique, qui était tout à fait trente, avec un dos absolument tout brodé. Mais c'est difficile à restaurer? Oui, oui. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, et puis c'est surtout, il faut trouver les matériaux, il faut surtout pas essayer de faire du neuf, hein, ce qui est complètement idiot, mais il faut essayer de la préserver en arrangeant ce qui peut être arrangé. Oui. Comme ça, on préserve. Vous restaurez comme un monument historique, au fond? Ah, absolument. Oui. Absolument. Les bâtiments, eux aussi, ont droit à la vigilance des restaurateurs, telle cette superbe maison des frères Lumière à Lyon, devenue aujourd'hui un institut du cinéma. Ce sont les frères Lumière qui avaient fait construire cette maison? C'est le père, c'est leur père Antoine, en 1901, qui s'est installé dans des champs, des maraîchers étaient là, un quartier assez isolé de la ville. Et en effet, il a construit une maison assez somptueuse, en pensant qu'il avait les moyens et que son côté peintre, photographe, il pouvait laisser tomber la photo et se mettre un petit peu fastueusement dans ses meubles. Et alors cette maison, que devient-elle après? Eh bien, Antoine Lumière l'habite 10 ans, puis il meurt en 1911. Et elle devient le siège social de l'entreprise, des papiers Lumière, de l'usine. Elle est donc occupée par des bureaux, et les cloisons sont faites de toutes parts. On préserve quand même le principal, enfin, on met des linoléums par terre, on ne casse pas les mosaïques, et on met même du plâtre par-dessus les colonnes en marbre, au lieu de faire l'inverse, quelquefois, pour faire riche, où l'on met du faux marbre par-dessus le plâtre. Voilà, on fait le contraire, quoi. On veut faire un peu pauvre. Voilà. Oui. Mais c'est vous qui avez l'idée de la sauver il y a une dizaine d'années. Eh bien, donc, oui, la ville l'achète à la fin des années 70, et en 1978, elle devient le siège de la Fondation nationale de la photographie. Après tout, bon, Antoine Lumière et ses fils étaient photographes, c'est une usine de photos. Mais on me dit de faire les travaux qui paraissent indispensables, et donc on a décidé à ce moment-là de la réouvrir au public et d'ouvrir des salles, d'ouvrir le rez-de-chaussée pour qu'on puisse voir des expositions photos. Et oui, puis, alors heureusement que c'est vous qui avez fait les travaux, en fait. Disons, peut-être, oui, c'est vrai que dans les villes, il y a toujours les redoutables, sympathiques et efficaces services techniques, mais qu'ils ont des normes, je crois, dans toutes les villes du monde, qui sont quelquefois éloignées des idées de restauration dans l'esprit de l'époque. C'est dur pour eux. Au mieux, ils cassent et ils font à l'identique, comme ils disent. Et vous avez retrouvé la maison telle qu'elle était? Et oui, quand même, finalement, on a pu refaire, alors tout à fait à l'identique, un plancher compliqué, par exemple, mais on a gardé vraiment l'esprit. On est arrivé à montrer de la photographie sans abîmer les lambris, et je crois que les gens sont très contents de visiter cette maison, qui en effet est faite pour 2 personnes et 6 domestiques. Ce qui fait que, comme nous étions 6 au départ, nous pensions que les choses n'avaient pas beaucoup changé. Nous étions toujours au service de la Maison Lumière. Et maintenant, vous y avez installé une cinémathèque?
Eh bien oui, en 1982, s'est ajouté à la photographie le cinéma, donc l'Institut Lumière, qui est présidé par le cinéaste d'origine lyonnaise Bertrand Tavernier. Et donc, depuis lors, nous nous escrimons à montrer des films tous les jours, à avoir une collection, oui, de copies anciennes, une cinémathèque, et puis aussi à avoir des projections pour les scolaires, des cours pour les étudiants, une bibliothèque importante. Enfin, disons que la maison vit intensément. Oui. Et maintenant, vous projetez de sauver les hangars des établissements Lumière. C'est qu'il y a deux choses. Il y a d'une part d'anciennes usines pour lesquelles il y a un projet scolaire d'extension d'un bâtiment scolaire voisin. Nous aurions souhaité qu'on garde l'emprise au sol au moins et qu'on puisse maintenir en effet deux usines Lumière dans lesquelles on a construit les premières caméras. Enfin. Et puis la seconde chose, c'est un hangar tout à fait vétuste. Mais ce hangar est important pour nous comme la cathédrale de Reims, dit-on un peu en plaisantant. C'est qu'on le voit dans le premier film, la sortie des usines Lumière. Mais l'image la plus symbolique de l'intérêt qu'on peut porter aujourd'hui à la mémoire cinématographique est le musée de la Cinémathèque française à Paris. Ce musée, à la fois caravansérail et caverne d'Ali Baba, a été créé et développé avec une opiniâtreté admirable par Henri Langlois, dont nous parle son ami et ancien complice Jean Rouch. Henri Langlois était un de ces merveilleux flâneurs des années 1920 et 1930 qui avait quitté Smyrne où il était né, était réfugié à Paris et fréquentait le lycée, mais avait trouvé un copain qui était Georges Franju, et il courait le jeudi et le dimanche, ils allaient voir des films. Et puis il a collectionné ces films. Et alors à un moment donné, il s'est dit, c'était la période où le muet disparaissait. Et il découvrait les films muets au moment même où, dans les laboratoires, on décidait de les détruire, puisqu'ils n'avaient plus la même vitesse, plus le même cadrage. Et à ce moment-là, il a proposé à un critique de cinéma, Harley, de créer une association pour sauver ces films. Oui, mais alors la Cinémathèque est créée bien plus tard. Après la guerre, Langlois s'est installé à Iéna, puis avenue de Messine, et il a ouvert en même temps qu'une petite salle le premier musée du cinéma. Oui, alors c'est Malraux qui lui a donné sa chance quand même. Bien sûr. Et c'est Malraux qui a été l'auteur de sa mise à la porte de la Cinémathèque en février 68. On reprochait à Langlois, ce qui était vrai, de gérer ses finances, son économie d'une manière un peu en amateur, et on a décidé de reprendre tout ce patrimoine qui était devenu très important et de le confier à un administrateur. Alors à ce moment-là, révolte générale, internationale de tous les cinéastes du monde, qui décident de prendre la défense de Langlois. Et pendant un mois, après avoir connu les premiers CRS, ici, là, devant le palais de Tokyo, nous avons reçu l'appui de tout le monde, et au bout d'un mois, le gouvernement a été forcé de revenir en arrière. C'est Langlois qui a créé le musée. C'est Langlois qui a créé le musée. Et Langlois a fait de ce musée ce qu'il appelait lui-même une caverne initiatique. C'est-à-dire, il retrouvait la vieille règle, moi que j'ai appris en Afrique, on ne répond pas à une question qui n'est pas posée. Donc, on pose des énigmes. Ceux qui veulent en savoir plus au bout du musée vont au cinéma pour voir les films. S'ils veulent en savoir davantage, ils montent à la bibliothèque pour lire les livres. Et peut-être qu'un jour, qu'eux-mêmes deviendront cinéastes.